Les populations de Parakou et ses environs ont organisé un meeting où elles réitèrent leur soutien au candidat Sébastien Ajavon, avec pour chef de file l'honorable Rachidi Badamassi. En RDC, la direction générale de Canal Kin Télévision dénonce une fermeture abusive. Cette chaîne privée taxée d'être proche de l'opposition vient de faire un an sans signal. Enfin, la moitié de la population de Centrafrique est en proie à la famine. C'est ce que révèle une évaluation d'urgence de la sécurité alimentaire menée par le Programme alimentaire mondial de l'ONU. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La présidentielle du 28 février approche à grands pas au Bénin. Dans ce cadre, les populations de Parakou et ses environs ont organisé un meeting au cours duquel elles ont à nouveau martelé leur soutien au candidat Sébastien Germain Ajavon. La manifestation avait pour chef de file l'honorable Rachidi Badamassi. Reportage. Rachidi Badamassi à Parakou, tel un messie au milieu d'une marée humaine. Le président de Dieu-Barka est venu mobiliser ses militants de la 8e circonscription électorale derrière Sébastien Ajavon, le candidat qu'il juge apte à œuvrer pour le développement de Parakou, mais aussi du Bénin. Ajavon, c'est l'homme du peuple. Ajavon, Sébastien, l'homme qu'il faut et l'homme qu'il fallait. L'emploi des jeunes, les enseignants. Nous avons tout fait grâce à la diplomatie parlementaire agissante. Faites en sorte que la plupart des vacataires deviennent les agents permanents de l'État. C'est ce que nous avons négocié avec Ajavon Sébastien. Au cours de la manifestation, l'honorable Rachidi Badamassi a également dénoncé certains agissements du pouvoir en place, des agissements qu'il juge antidémocratiques. Le gouvernement a mis en exécution ces menaces. Les menaces qui violent le principe de la liberté d'expression, qui violent la démocratie, qui violent le principe d'appartenir à telle ou à telle association. Le candidat en face se permet d'utiliser les moyens de l'État, ce qui est une tricherie politique, ce qui est une violation. En venant à Parakou, on vient avec les locaux de l'État, avec les motards, avec les militaires, avec les moyens de l'État. Ça, nous disons non. Devant la loi, nous sommes tous égaux. Le Dieu-Barka vient ainsi une fois encore de confirmer sa solidarité à l'endroit de l'homme de Djefa dans le cadre du scrutin du 28 février prochain. Au Mali, les gouverneurs de 2 nouvelles régions administratives créées dans le Nord ont été nommés. Une décision justifiée mercredi par les autorités comme conforme aux accords de paix qui prévoient une décentralisation accrue. Selon un communiqué du Conseil des ministres mardi soir, les régions de Taoudénit dans le nord-ouest et Ménaka au nord, créées en 2012, seront dirigées respectivement par Abdoulaye Al-Kadi, membre de l'aile pro-gouvernementale du mouvement arabe de l'Azawad MAA, et Daouda Maïga qui dirigeait le programme intégré de développement rural dans la région de Kidal. La région de Taoudénit faisait partie de celle de Tombouctou, tandis que celle de Ménaka était partie intégrante de Gao. Tombouctou et Gao formaient avec Kidal les 3 régions administratives du vaste nord malien. Avec le nouveau découpage, le Mali compte désormais 10 régions: Ségou, Mopti, Sikasso, Gao, Tombouctou, Kidal, Koulikoro, Kayes, Ménaka et Taoudénit, en plus du district de Bamako, également dirigé par un gouverneur. Au Burkina Faso, passation de charge au ministère des Sports et des Loisirs. Ce mardi, le colonel David Cabré a officiellement passé le témoin à Tahirou Bangré, qui devient ainsi le nouveau manager général du département des Sports et des Loisirs burkinabé. Le point de la cérémonie avec notre correspondant sur place, Claude Romba. Le ministre Tahirou Bangré a été officiellement installé ce mardi après-midi dans ses nouvelles fonctions de ministre des Sports et des Loisirs. L'homme qui prend les rênes de ce département est certes universitaire, docteur en communication, mais surtout Tahirou Bangré est issu du monde du football, ancien professionnel et international burkinabé.
Comme le footballeur qui s'apprête à fouler la pelouse, il entend jouer à fond le coup pour combler l'attente du public. Si vous voulez vraiment la réussite du sport dans ce pays, c'est pas la peine donc de faire donc de certaines querelles. Donc nous sommes ensemble, nous voulons développer le sport, c'est du sacerdoce pour nous les responsables. Donc il va falloir donc y aller. Pour le nouveau manager général du département des sports, il faut sortir du système classique pour un mode de jeu gagnant. Rien ne sera plus comme avant, donne le ton vers un jeu plutôt collectif porté vers l'avant. Toutes les parties sportives donc seront prises en charge. Voilà, donc personne ne sera oublié. C'est ce que je suis en train de dire. Si nous voulons développer le sport, c'est pas parce que vous êtes un footballeur que vous allez être une priorité par rapport donc aux autres. Donc tout le monde sera considéré. Tahirou Bangré remplace à ce poste le colonel David Cabré qui aura joué jusqu'aux prolongations. 13 mois à la tête du ministère des Sports et des Loisirs. Il part, dit-il, avec le sentiment d'avoir tout donné. Les choses que nous avons pensé commencer, on n'a pas pu, notamment les infrastructures, cela nous tenait beaucoup à cœur. C'est important pour le développement du sport et des loisirs, ça n'a pas été fait avec d'autres projets. Mais ce qui est important, nous pensons que les sillons ont été jetés. David Cabré passe la main donc à Tahirou Bangré, nouveau ministre des Sports et des Loisirs, qui va devoir proposer sa tactique de jeu et animer le département. Mais en sport, comme il le sait déjà, on est jugé au résultat. Je l'annonçais en titre, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la direction générale de Canal Kin Télévision, une chaîne privée émettant dans la capitale, a organisé une conférence de presse une année après sa fermeture. Ce mardi, elle dénonce une décision arbitraire et illégale du gouvernement congolais. En effet, les autorités reprochent à cette chaîne proche de l'opposition d'avoir incité la population au soulèvement et à contrecarrer la proposition de loi portant révision de la constitution congolaise. Reportage Yeyet Mavinga Nzao. Chers confrères, toutes les démarches semblent être vaines. Les journalistes de cette chaîne taxée de l'opposition ne savent plus à quel sens se vouer après une année de fermeture de leur chaîne Canal Kin Télévision. Face à la presse, ils révèlent que la mesure de coupure du signal de Canal Kin Télévision est politique. Elle n'a rien à voir avec la déontologie ni l'éthique journalistique. C'est encore moins un délit de presse. Le ministère des Médias congolais, cependant, continue à affirmer que le signal de Canal Kin lui a été retiré pour incitation à la haine dans la nuit du 17 janvier 2015. Argument que la direction générale de Canal Kin Télévision ne partage pas. Pour elle, cette chaîne subit le poids de la pression politique de l'opposition par le pouvoir en place. Moïse Moussangania, comme responsable de cette maison de presse, appartenant à la première chaîne de l'opposition, le mouvement de libération du Congo, reste toujours inquiet face à cette décision injuste. Il pense que, bien que toutes les voies légales de recours étant épuisées, il en appelle à l'indulgence du chef de l'État, dans la perspective du dialogue national, de prendre une mesure de rétablissement du signal de Canal Kin Télévision. Nous osons croire que parallèlement à la mesure d'amnistie, en perspective du dialogue politique, le président de la République ne ménagera aucun effort pour prendre une mesure de rétablissement du signal de CKTV. Ce serait faire justice à une soixantaine d'agents de cette télévision, y compris leurs familles, condamnés au chômage et abandonnés aujourd'hui à leur triste sort. Signalons que Canal Kin Télévision est la chaîne de l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, maintenue à la Cour pénale internationale depuis près de 8 ans. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a interdit ce mercredi le mariage des mineurs dans le pays. Ceci suite à une saisine de 2 femmes qui ont enduré de terribles épreuves à cause de ces pratiques et notamment l'impossibilité de poursuivre des études une fois le mariage conclu. La décision de la Cour vise à réduire le nombre d'unions forcées dans le pays. Ainsi donc, personne au Zimbabwe ne pourra se marier, y compris sous le régime de la loi coutumière et sous couvert d'un rite religieux avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Cette décision survient alors que l'âge légal du consentement pour avoir des relations sexuelles est de 16 ans dans le pays. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Cameroun où l'opération de vérification et d'enrôlement biométrique des réfugiés a débuté ce 18 janvier à Douala. L'initiative émane du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du gouvernement camerounais. Narcisse Oum, notre correspondant pour le reportage. C'est la cité économique du Cameroun, Douala, qui accueille depuis ce 18 janvier 2016 l'équipe d'identification du Haut Commissariat pour les réfugiés.
C'est à l'esplanade de la maison de parti de Bonanjo où se déroulent les opérations d'identification. L'objectif de cette opération est multiple. Le premier objectif, c'est de pouvoir mettre à jour les informations que nous avons sur nos réfugiés, de manière à pouvoir planifier nos activités et à pouvoir cibler tous nos programmes. Le second objectif est de pouvoir obtenir des statistiques et des données fiables, ce qui est important pour nos donateurs et aussi pour le partenaire gouvernemental. Le troisième objectif, c'est pouvoir renouveler les documents de tous les réfugiés afin qu'ils aient des documents fiables et sécurisés qui sont reconnus sur le territoire camerounais. Et le dernier objectif, c'est de pouvoir enrôler biométriquement tous les réfugiés, parce que ça c'est nouveau, de manière à ce qu'au niveau du HCR, on ait une identité unique pour chaque réfugié dans le monde. Plus de 800 réfugiés sur près de 4000 ont répondu présent à l'appel du HCR et du gouvernement camerounais. Une opération qui ne résout pas nombre de problèmes des réfugiés installés au Cameroun. Quand on nous enlève ici là c'est pas bon. Il n'y a pas de travail. Les papiers là, tu peux circuler, tu vas manger les papiers là. Mais une mesure très appréciée par d'autres. C'est bon, c'est intéressant, je suis content, c'est tout. Après Yaoundé et Douala, l'opération ainsi lancée se déroulera dans toutes les régions abritant les réfugiés. À noter que le bureau HCR Cameroun apporte assistance à près de 1174 réfugiés et 3000 demandeurs d'asile, soit au total d'environ 4174 personnes issues d'une vingtaine de nationalités. Une opération d'identification lancée depuis le 15 décembre 2015 qui se tiendra jusqu'au mois de septembre 2016 dans tout le territoire du Cameroun. Au Nigeria, la compagnie pétrolière d'État a annoncé avoir fermé 2 raffineries dans les villes de Port Harcourt au sud et Kaduna au nord. Une fermeture motivée par des sabotages d'oléoducs. Selon le ministre de l'Énergie, Babatunde Fashola, le pays perd chaque jour environ 2,3 millions de dollars, soit 2,1 millions d'euros, du fait des attaques sur les infrastructures et de la production d'électricité perdue. Notons que les 4 installations de Port Harcourt, de Wari et de Kaduna ont une capacité totale de traitement de 445 000 barils de brut par jour, mais n'en réalisent qu'une petite partie. Une évaluation d'urgence de la sécurité alimentaire menée par le Programme alimentaire mondial de l'ONU révèle que la moitié de la population de Centrafrique, soit près de 2,5 millions de personnes, est en proie à la famine, un chiffre qui a doublé en un an à cause du conflit qui ravage le pays. Une situation qui risque de s'aggraver si rien n'est fait. Reportage. Une pitance providentielle dans des habitations de fortune. La situation alimentaire en Centrafrique déchirée par la guerre est préoccupante. Ces nombreuses femmes qui consultent pour malnutrition sont l'arbre qui cache la forêt. Le Programme alimentaire mondial est extrêmement inquiet quant à la situation alimentaire en Centrafrique. Une personne sur 2 n'a pas suffisamment à manger et ne sait où obtenir son prochain repas. Les personnes les plus touchées sont ceux qui sont restés réfugiés dans leur propre pays ou ceux qui décident de rentrer au village à des milliers de kilomètres des centres de réfugiés. Après, on nous a chassés là-bas, nous sommes venus aussi des Saint-Sauveur. Depuis le 26, nous avons fait 4 mois ici. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de soucis parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il n'y a personne pour m'aider. Mon mari a disparu. Pour manger, je souffre. Tu vois ce que je fais là-bas, je souffre. Maintenant, là, j'ai été à l'hôpital, ils n'ont pas de l'argent et puis je suis venu pour dormir. Je ne peux pas dormir dans le faim. Des maisons ravagées par la guerre, des commerces restés fermés, des restes de lieux de prière. Les groupes armés sèment la terreur dans ce pays qui tente de sortir de l'impasse après le premier tour de la présidentielle. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne nuit à chacun et à tous.